Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Patson, comédien humoriste, et de nos éditoriaux Jean-Marie Bitomo et Samuel Gambok. Le drame de l'immigration clandestine est au cœur de la polémique. Les populations reprochent aux gouvernants africains et à l'Union africaine leur manque de réactivité, mais aussi leur inaction devant un phénomène qui concerne en premier lieu le continent. Birama Saonera. Excusez-nous pour ce problème technique, donc nous n'aurons pas le sujet immédiatement. Jean-Marie, donc on a vu les drames de l'immigration clandestine en Méditerranée entre la Libye et l'Italie. Est-ce que l'Union africaine a été dépassée sur cette question ? La problématique de l'immigration n'est pas aussi simple que ça, Fanny. C'est un problème qui est d'une complexité rare. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on peut s'arrêter, si vous voulez, au dernier maillon de l'histoire, à savoir que les gens partent de l'Afrique parce qu'ils n'ont pas les moyens de subsistance, dont ils sont plus ou moins obligés, d'une certaine façon, d'aller chercher une meilleure vie ailleurs. Mais une fois qu'on a dit ça, la problématique, on n'a rien résolu là-dessus. On l'a posé la problématique au niveau des conséquences. Quelles sont les causes à la base ? C'est ce qui m'intéresse. Quelles sont les causes, si vous voulez, de cette immigration clandestine-là ? Tant que les pays occidentaux ne se rendront pas compte que l'Afrique, si vous voulez, ne peut pas être gommée de la carte comme ça, être considérée comme étant uniquement un réservoir de matières premières, qu'il faut des stratégies pour pouvoir faire en sorte que les gens aient du travail sur place, nous vivrons toujours ces drames-là. Tout simplement pourquoi ? Parce que dès l'instant, c'est instinctif, c'est un individu. Vous avez un père de famille qui est incapable de faire nourrir sa famille. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher, si vous voulez, là où il peut, ne serait-ce que pouvoir nourrir sa famille. C'est pour ça que je parlais de complexité là tout à l'heure, parce que quand on parle de la problématique de l'immigration, c'est-à-dire nos frères qui sont en train de mourir là en Méditerranée, on le prend c'est-à-dire de manière relativement légère, où on va nous dire, on nous décrit ce qui se passe en Méditerranée. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les solutions qu'il faut mettre en amont en place pour pouvoir éradiquer la pauvreté qu'on a en Afrique. C'est là, à partir de là, qu'on résout le problème. Si la communauté internationale ne pense pas que cette problématique-là est une problématique globale, on ne la résoudra jamais. Jamais, tout simplement. Pourquoi ? Et contrairement à ce que les États occidentaux croient, vous ne pouvez pas arrêter l'immigration. Un individu, quand il a faim, il est prêt à faire n'importe quoi pour aller chercher, si vous voulez, quelque chose ailleurs. La problématique que nous vivons en Méditerranée, heureusement, nous la vivons sur la frontière mexicaine et américaine, où les Américains ont mis des murs de 6 mètres de haut pour que les gens ne passent pas, mais les gens arrivent toujours à passer. Donc, pour pouvoir résoudre cette problématique de nos frères qui meurent en Méditerranée-là, il faudrait que la communauté internationale se dise que l'Afrique est un continent dans lequel on doit prendre en compte les besoins des individus à l'intérieur du continent, et nous éviterons, si vous voulez, ces carnages-là. Merci. Alors, on a le sujet, donc on va pouvoir le voir tout de suite, un sujet de Birama Saonera. Le drame de l'immigration refait surface. En Afrique, la gestion de cette crise continue de faire débat, notamment le rôle de l'Union africaine et des États africains. Pour des observateurs, l'institution panafricaine devrait prendre des mesures fortes face à ce drame qui plonge tout le temps l'Afrique dans l'émoi et la tristesse. Les institutions de l'Union africaine doivent quand même être un peu plus actives par rapport à un certain nombre de dossiers qui interpellent les nations africaines en général. Et par rapport au sujet de l'immigration, je pense qu'à l'instar de l'Union européenne, des mesures quand même devraient être prises et des réunions d'urgence convoquées. Mais ce n'est pas encore le cas. Au-delà de l'inaction de l'Union africaine, certains observateurs pointent du doigt l'impopularité des politiques socio-économiques menées par certains États africains. Oui, l'Union africaine est totalement dépassée par la question de l'immigration, comme toutes les questions d'ailleurs qui touchent aujourd'hui à la vie de nos pays. Donc moi, je n'attends absolument rien de l'Union africaine. J'attends surtout quelque chose des pays africains qui ont aujourd'hui la responsabilité de sauver les vies des jeunes, de donner du travail à ces jeunes-là. Et cela passe impérativement par la mise en place de politiques, favoriser la création d'entreprises, favoriser le financement de ces entreprises-là. Sans quoi, je ne vois pas comment est-ce que l'Afrique pourra retenir ces jeunes. Pour certains Africains, la crise libyenne a favorisé le flux de migrants. Entre 500 et parfois 1000 personnes sont chaque jour récupérées par les gardes-côtes italiens ou des navires marchands. Depuis le début de l'année 2013, 6 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. Aujourd'hui, des solutions urgentes sont plus que nécessaires pour faire face à ce fléau qui arrache la vie à des jeunes Africains cherchant des lendemains meilleurs. Samuel, c'est un drame qui interpelle des deux côtés de la Méditerranée. Est-ce qu'on a raison de dire que c'est surtout l'Afrique qui doit réagir en premier lieu ?
Incontestablement, la responsabilité de l'Afrique est tellement évidente que on ne doit pas se focaliser sur ce que l'Europe peut apporter dans la gestion des flux migratoires. Je voudrais quand même apporter quelques précisions sur les attentes sur l'Union africaine. Il faut quand même que les uns et les autres sachent que l'Union africaine n'est pas une organisation supranationale qui régit un espace géographique intégré. Contrairement à l'Union européenne, qui a une influence et une puissance sur les États, notamment en matière de politique budgétaire, et où des efforts d'harmonisation des politiques d'immigration sont déjà très poussés. Les États africains ont fait de l'Union africaine ce qu'elle représente aujourd'hui, c'est-à-dire une organisation qui ne bénéficie d'aucun pan de souveraineté de ces États. Or, la question migratoire relève du domaine régalien de l'État. Donc, si les États ne sont pas capables de gérer les flux migratoires à partir de leur pays, il ne faut rien attendre des institutions internationales. Merci. Dans l'actualité également, le mobile banking progresse sur le continent africain. En Afrique subsaharienne, 12% des adultes possèdent un compte bancaire par téléphonie mobile, un système considéré comme une solution au déficit de bancarisation des populations. Birama Saonera. Le mobile banking en pleine expansion sur le continent africain. Grâce à ce système bancaire, le continent est passé d'un taux de bancarisation de 24% en 2011 à 34% en 2014. Aujourd'hui, 13 pays d'Afrique subsaharienne ont un taux de pénétration des comptes bancaires par téléphone de plus de 10%. Une avancée technologique qui nécessite toujours une sensibilisation sur le continent africain. Il s'agit d'un changement drastique des habitudes de vie des populations. Donc ça nécessite beaucoup d'efforts en termes d'éducation. Et les opérateurs effectivement investissent beaucoup dans les supports et les outils didactiques, car vous savez qu'il s'agit d'argent. Et lorsqu'on parle d'argent, il faut mettre l'utilisateur dans des conditions maximales de confiance. Le mobile banking a un fort potentiel de croissance sur le continent. Selon certains spécialistes, il pourra davantage révolutionner le monde des affaires en aidant le secteur bancaire africain à reconquérir des marchés, mais aussi à rehausser le taux de bancarisation. Cependant, de nombreux défis restent à relever. L'inclusion financière des femmes et des ménages les plus pauvres reste insuffisante. Il faudrait donc que la population, notamment ces couches les plus défavorisées, puissent avoir accès à ce nouveau système qui permet justement de pallier le faible taux de bancarisation sur le continent. Mais en tout état de cause, il faudrait relever quand même que le mobile banking devient de plus en plus sur le continent un vecteur clé de la croissance de ces dernières années. Les opérations financières à l'aide des téléphones portables ont rapidement supplanté les banques classiques dans certains pays du continent. Pour des économistes, ces changements d'attitude contribuent à faciliter la croissance économique sur le continent. Aujourd'hui, une révolution technologique est plus que nécessaire pour créer une interopérabilité du mobile banking entre les pays du continent. Jean-Marie, est-ce que les services bancaires comme ça par la téléphonie mobile, c'est vraiment la solution à ce déficit de bancarisation en Afrique ? Je pense que c'est la solution idoine pour l'Afrique, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on rapproche le service du consommateur. C'est ce que j'ai toujours dit sur ce plateau, à savoir que dès l'instant que vous avez la distance culturelle qu'il y a entre déjà le niveau d'éducation en Afrique, selon les études, on détermine que les gens qui ont un compte en Afrique, ce sont des gens qui ont fait des études relativement poussées, ça veut dire au minimum des études universitaires. À part les fonctionnaires, si vous voulez, dans lesquels, pour se faire payer, ils sont obligés d'avoir un compte bancaire. Mais ce qui concerne le reste de la population, il faut, comment dirais-je, faire une éducation par rapport à ce que les gens pensent de la banque. Donc, avoir son téléphone portable et pouvoir effectuer des opérations bancaires, ça vous évite de vous déplacer déjà, si vous voulez, en termes de déplacement. L'Afrique a la capacité aujourd'hui de pouvoir bénéficier des nouvelles technologies qui arrivent. Le numérique est quelque chose qui permet le rapprochement très, très important entre les Africains, parce que les moyens de communication, nous n'en avons pas des masses, donc le seul moyen de communication qui nous reste aujourd'hui, ce sont les moyens de communication numériques, tout ce qui est NTIC. Donc à partir de là, je pense que c'est une solution qui pourra permettre à l'Afrique d'attirer un taux d'épargne relativement beaucoup plus élevé et de drainer le maximum d'épargne pour pouvoir financer la croissance. Et c'est que ça qui pourra financer notre croissance. Nous parlons d'une problématique là qui est plus grave que celle-ci, à savoir les gens qui viennent mourir en chemin. Donc,
je pense que c'est la seule solution pour l'instant de pouvoir mutualiser, c'est-à-dire tous les moyens qui peuvent exister et pour aboutir à ce mobile banking-là qui est beaucoup plus simple pour l'Africain. Patson, comprenez-vous qu'en Afrique, les gens préfèrent justement les services bancaires sur leur téléphone mobile plutôt que le service bancaire classique? C'est une bonne chose, mais déjà, il faut avoir de l'argent. Le problème est là. Il faut avoir un téléphone, il faut avoir des crédits, il faut avoir de l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui pourra, mais ceux qui ont les moyens, c'est vrai que moi, mes parents en Côte d'Ivoire s'en servent 2 fois. Et c'est efficace et rapide parce que quelquefois, pour se déplacer, on n'a pas le temps, on peut le faire rapidement. Mais aussi, il faut trouver qu'il y a des avantages, il doit aussi avoir des inconvénients. Il faudrait expliquer aux gens les inconvénients parce que dans 10-15 ans, il ne faudrait pas que les gens se retrouvent la tête dans l'eau. Mais je trouve que c'est le développement aujourd'hui, les outils Internet font que l'Afrique, petit à petit, creuse le fossé. Je me demande même si l'Afrique, quelquefois, n'est pas beaucoup plus développée, parce qu'en France, on n'a pas ce système-là encore. On l'a pas. Il y a des choses qu'on voit en Afrique aujourd'hui qui ne sont pas encore en France, et je trouve que les pays occidentaux ont compris que en 2040, la population terrestre, ça sera l'Afrique qui aura la plus forte, et puis c'est un continent d'avenir. Donc aujourd'hui, on investit là-bas, on parle d'argent, parce qu'on sait que l'argent se trouve là-bas, mais hélas, les Africains n'ont pas l'argent, ils ont le téléphone. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Le Tchad obtient un allègement de sa dette de 1,1 milliard de dollars. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont établi que le Tchad avait accompli des progrès satisfaisants pour remplir les conditions requises afin d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Jean-Marie, cet allègement de la dette accordée au Tchad, est-ce que cela témoigne de l'amélioration finalement de la gestion économique du pays? Je dirais oui, parce que bon, le Tchad part de très loin. C'est comme dans toute économie, là où vous avez l'économie qui part de loin relativement dans la zone de guerre. Bon, c'est un peu à peu près la même chose qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire part d'un état basique qui est un état désastreux dont les taux de croissance ne peuvent être que élevé, tout simplement. Pourquoi? Parce que le pays est obligé de tout reconstruire. C'est à peu près la même chose qui s'est passé au Tchad avant. Parce que le Tchad, la situation que nous sommes en train de vivre en Centrafrique aujourd'hui, le Tchad a vécu pendant des années. Aujourd'hui, vous avez l'ancien président Hissène Habré qui est jugé par la justice tchadienne ou sénégalaise, je ne me rappelle plus exactement. Donc, ce sont des gens, c'est-à-dire c'est un pays qui a toujours été dans une instabilité chronique. Donc là, je pense que bon, ils ont évolué dans la mesure où le président actuel a essayé de stabiliser les choses et de pouvoir permettre à l'ensemble, comment dirais-je, à l'ensemble de la population de pouvoir se sentir dans une sécurité permanente jusque-là. Donc, le fait que le FMI ben, vient là pour essayer, comment dirais-je, de noter ces progrès-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'on desserre un peu l'étreinte de la contrainte extérieure. Samuel, c'est important pour un pays, c'est une étape importante d'atteindre ce point d'achèvement, ce stade? C'est très important pour le Tchad parce que les résultats macroéconomiques, d'après les classements faits par les institutions financières internationales, montrent que les résultats macroéconomiques du Tchad au cours des dernières décennies sont les plus faibles au monde. Je pense que c'est un ballon d'air qui est offert au Tchad pour que ce dernier puisse non seulement respecter et exécuter le programme de référence qu'ils ont signé avec le Fonds monétaire international en juillet 2013, mais aussi cette possibilité, cet allègement de la dette permettra au Tchad, si le gouvernement saisit cette opportunité, de consolider sa politique budgétaire, mais aussi d'intensifier les chaînes de valeur existantes et les ouvrir aux autres secteurs économiques à fort potentiel. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré au spectacle vivant. Patson, merci d'avoir été là. On rappelle peut-être les différents spectacles. Dans le spectacle, le Patson Family Show, donc qui réunit... C'est tous les vendredis. Voilà, donc 6 jeunes talents. Ils sont 10. Ah, ils sont 10, d'accord. Il y a la chanson, il y a la danse, il y a du nous, il y a de tout. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des Antillais, des Haïtiens, des Africains, des Maghrébins, des filles, des hommes, il y a de tout dedans. Et c'est tous les vendredis à 21h30 au Théâtre du Gymnase. Et quant à moi, bon, c'est jeudi et samedi, je suis au Théâtre du Gymnase. Avec Mon nom est Patson. Mon nom est Patson, je suis en tournée. Et puis le DVD, il y a Sukan Papa, que les gens peuvent avoir dans les FNAC partout. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes-là, il y a 2 qui sont sur le point de signer pour un prochain film au mois de juillet.
C'est pour juste simplement dire aux gens qui sont sur le continent, quand on veut, quand on apprend, son tour viendra. Et que Dieu bénisse vraiment mon continent et les jeunes talents et toute l'Afrique. Voilà. Merci Patson. Jean-Marie, merci également d'avoir été là. Bonsoir Fanny, bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Samuel, merci. Merci Fanny, bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.